Bonsoir, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver dans le cadre de ces programmes Point de rencontre, votre émission de développement. Nous sommes heureux de savoir que le développement du Congo, c'est l'affaire de tous. Le Congo éternel va continuer au travers de ses fils de génération en génération. Aujourd'hui, une autre gouvernance, aujourd'hui d'autres acteurs politiques, mais toujours le même souci, toujours le même amour, toujours le même besoin de la grandeur du Congo. Et nous y travaillons. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir un digne fils de ce pays parce que cette émission donne la parole aux acteurs, à ceux qui font la grandeur du Congo. Monsieur Michel Itabou, Issa, professeur dans le secteur de l'aéronautique civile, mais aussi responsable de communication dans le programme de lutte contre le paludisme ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Prof, si je peux me permettre, Michel Itabou. Bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir, messieurs les journalistes. Merci de nous avoir accueillis dans votre chaîne de télévision. Je vous ai présenté sommairement, mais vous avez beaucoup de casquettes. Je voudrais d'abord qu'on parle de vous. Vous avez une thèse défendue à la Sorbonne, en France. Avant de parler du paludisme, j'aimerais qu'on parle de l'homme. Je sais que c'est difficile de parler de vous, mais vous allez vous faire violence pour nous parler un tout petit peu de vous, de votre thèse et Merci beaucoup, monsieur Serge. Je suis très content de l'organisation d'abord de votre chaîne de télévision parce que j'ai eu une idée sur votre parcours journalistique. Merci de l'accueil. Par rapport à mon parcours, à mon cursus académique, c'est comme vous veniez de le dire, il y a des années maintenant que je venais de défendre une thèse de doctorat en socio-anthropologie des techniques. Et très précisément l'aéronautique civile à la Sorbonne, Paris 1, Panthéon. Thèse qui a été couronnée de la mention Excellence. Mais il faut souligner ici que le soubassement de cette thèse, c'est d'abord ici au Congo, parce que je suis un ancien de l'ISTI. Voilà. IFASIC aujourd'hui. Issei Miwan IFASIC. D'ailleurs, vous êtes un des produits de cette institution universitaire où j'ai terminé aussi mon DS en communication. Et s'il faut maintenant basculer sur le terrain médical, je ne suis pas médecin, mais je suis paludologue. Et cela étant, je suis chef de division communication au programme national de lutte contre le paludisme ou la malaria. C'est la maladie connue familièrement, communément sous le nom de malaria. Voilà, vous faites honneur à l'IFASIC aujourd'hui. C'est un modèle à suivre pour la jeunesse, c'est-à-dire que on peut faire le journalisme et arriver là où M. Michel Itabou Issa est arrivé. On parlera de votre thèse. Et vous nous promettez de revenir pour parler essentiellement dans un autre numéro de votre thèse. Ok, cela est acté. Voilà. Alors, à votre invitation. Au jour d'aujourd'hui, nous aimerions parler de la malaria. Le paludisme, c'est cette terrible maladie qui sévit dans les zones tropicales. Si je vous posais la question de savoir pourquoi il y a récurrence de cette maladie ici à Kinshasa, mais en République démocratique du Congo, quels sont les facteurs qui font en sorte que cette maladie soit omniprésente de génération en génération? Merci beaucoup, monsieur Serge Nseka, pour cette question dont la pertinence est sans égale. À l'intention de nos auditeurs, je voudrais d'abord rappeler que le paludisme ou la malaria, c'est l'une des plus vieilles maladies de l'humanité. Si vous lisez attentivement la Bible, vous trouvez les traces du paludisme dans le livre d'Hétéronome, Hétéronome 28, je crois, 22, sous sa dénomination de fièvre. Parce que le nom, c'est une communication. Et quand on parle de la malaria, c'est parce que cette maladie, justement, a causé d'énormes ravages en Italie, dans les terrains d'Hippo. Et à l'époque, on ne savait pas que la malaria était due à un moustique. Chez les communs des mortels,
on se disait, si on s'aventure dans les plaines d'Hippo, ce sont des plaines marécageuses, on respire les mauvais airs, mal air. C'est ce qui fait, c'est là d'ailleurs qu'on situe le nom de malaria, mal air. Et même l'autre dénomination du paludisme, il vient du latin palus, qui signifie marais, ou site marécageux. Voilà. Il a fallu que des scientifiques se mettent à chercher l'Aveyron et les autres, mais la grande réalisation, l'exploit scientifique, c'est avec Ronald Ross, qui était un médecin britannique, né aux Indes, et c'est là même qu'il a évolué. Vous voyez les Indes, là, c'est avec beaucoup d'autres. C'est Ronald Ross qui va mener des études. D'abord, il se rendra compte que la maladie partait d'un moustique. Il a continué jusqu'au... Vers quelles années? C'est autour des années 1900. Parce que c'est Ronald Ross qui a obtenu le prix Nobel de la médecine en 1902. Et ce prix était le couronnement de ces recherches qui ont abouti à la conclusion que c'est les moustiques femelles de type anophèle qui transmettaient le paludisme de l'homme infecté à un autre homme. Brièvement, ici, et c'est là où je dis que le paludisme, c'est pratiquement une maladie communicationnelle par excellence. Il faut qu'il y ait un moustique. Mais un moustique infecté chez l'homme qui a déjà développé le paludisme. Et il faut que ce moustique pique un autre homme pour qu'il y ait transmission du paludisme. Or, pour qu'il y ait moustique, il faut qu'il y ait des os. C'est-à-dire la vie du moustique, notamment sa reproduction, est liée à de l'eau claire ensoleillée. Claire ensoleillée. L'anophèle femelle ne se reproduit pas dans les eaux sales. Là, c'est l'Aedes. Et pour le cas de l'Aedes, j'ouvre cette parenthèse-là, c'est aussi l'Aedes femelle. On dirait que le mâle ne vient que par les femelles. C'est aussi l'Aedes femelle qui transmet le chikungunya, maladie à laquelle vous veniez de faire allusion au début de... C'est deux sortes de moustiques différentes. Ce sont d'abord des moustiques. Oui. Mais pour le cas du paludisme, c'est l'anophèle femelle infectée qui a la capacité de transmettre. Oui. Et pour le cas du chikungunya, c'est l'Aedes femelle infectée pour transmettre le chikungunya. Aussitôt qu'on a découvert que le mode de contamination de la maladie, ça a évolué comment, historiquement? Il a travaillé d'abord sur les oiseaux. Les oiseaux qui présentent presque le même système hémato, parce qu'il y a les oiseaux, les buffles et les gros singes qui ont pratiquement presque le même système, parce que le corps c'est pratiquement un système que chez l'humain. Et il est parti des oiseaux à un certain moment avant d'infecter un de ses collègues. Ça n'a pas marché avant qu'il aboutisse à la conclusion qu'il fallait d'abord que les moustiques soient infectés avant de construire dans son sein cette capacité de la transmission du paludisme. Et c'est le couronnement de toutes ces études-là, de plusieurs années de travail, ont abouti à la réception du prix Nobel de la médecine en 1902. Et puis les recherches ont continué avec les médicaments jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, s'il faut répondre à votre question, parce que vous avez insisté sur l'omniprésence de la maladie, Monsieur Serge, vous ne pouvez pas vous imaginer que le paludisme a toujours tué. En Europe, le paludisme a causé des ravages, surtout en Italie, entre les deux guerres mondiales. Le paludisme a tué en termes de millions. Mais la chance pour l'Europe, c'est notamment le climat. C'est une grâce.
mais surtout, j'insiste, les mesures d'assainissement. Qu'on ne nous trompe pas, le paludisme a existé en Europe. Il a tué en Europe. Mais grâce aux mesures d'assainissement, l'Europe aujourd'hui est exemplaire. Mais au jour d'aujourd'hui, on présente la malaria, le paludisme, comme une maladie du sud de l'Afrique, qu'en Europe, c'est rarissime. Ça, c'est vraiment une information que vous donnez, que la malaria a sévi en Europe et a tué plus de millions de personnes. Justement, la cartographie mondiale du paludisme situe cette maladie entre les tropiques. C'est que le paludisme n'est pas seulement le fait du seul continent africain. Vous allez en Amérique latine, qui présente des similarités phoniques avec le continent africain entre les deux tropiques. L'Asie du Sud. L'Asie du Sud, en tout cas, c'est là que se trouve étendue. C'est là que la cartographie du paludisme est colorée en rouge. Vous trouvez des petites zones éparpillées ici et là, vers le sud et même vers le nord, parce que le paludisme, je venais de le dire ici, c'est une maladie communicationnelle par excellence. Le paludisme migre. Non seulement son vecteur, les moustiques, peut quitter Barumbu et aller piquer quelqu'un à Pompage. Comment ça? En se laissant emporter par le vent, en se laissant entraîner par le vent, un moustique peut quitter Barumbu. Le moustique peut résister au vent, au courant d'air, c'est aussi fragile. Il peut se laisser emporter. Il se laisse emporter comme une pirogue sur les vagues et aller piquer à Kinsuka ou à Pompage. Et de la même manière, le paludisme peut migrer. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a le concept qui est développé, le concept du paludisme frontalier. Et dernièrement, il y avait une grande rencontre à Kigali. Rencontre à laquelle venait de prendre part le directeur du programme national de lutte contre le paludisme, le professeur Eric Mukomena Sompwe. Cette rencontre était focalisée sur le paludisme frontalier entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale. Mais on a jugé qu'il était nécessaire que la République démocratique du Congo soit associée à cette rencontre parce que concrètement, nous constituons une zone d'endémicité palustre très élevée au centre de l'Afrique. Et même sur le plan mondial, notre pays supporte le lourd fardeau du paludisme après le Nigeria et peut-être l'Inde. Mais aujourd'hui, l'Inde est en train de réaliser d'énormes progrès parce que le rapport mondial sur le paludisme en 2018 révèle que l'Inde a réalisé d'énormes progrès et un taux baissier, notamment sur le nombre de cas et sur le nombre de décès. Par contre, la République démocratique du Congo, si je m'en tiens toujours à ces rapports, a réalisé des progrès par rapport à la baisse du taux de mortalité. Mais quant au nombre de cas, et c'est là où nous ne comprenons pas, nous sommes restés quelque part en train de stagner. Mais monsieur Issa, comment aujourd'hui la malaria fait figure de parent pauvre? C'est la maladie des pauvres, parce que c'est la maladie qu'on retrouve dans les zones pauvres. En termes de recherche, ça aurait été une maladie qui continuerait à sévir en Europe. On trouverait des vaccins, on trouverait des stratégies pour l'éradiquer. Vous avez parlé d'assainissement, on en parlera. Mais au jour d'aujourd'hui, des gouvernements d'Afrique ne peuvent pas investir au lieu d'attendre seulement que ça vienne des autres, l'argent des autres, des Britanniques, vous avez dit, des Américains. Est-ce qu'on ne peut pas pousser la recherche à ce qu'on puisse trouver ne serait-ce qu'un vaccin contre le palu? Est-ce impossible? La maladie des pauvres. En tout cas, vous l'avez dit. Aujourd'hui, le paludisme ou la malaria est assimilé à la pauvreté. Parce que vous prenez la cartographie du paludisme, vous voyez que là,
se situent les États à problème. Et vous venez de le dire entre les lignes. Cela est d'ailleurs confirmé par les rapports mondiaux sur le paludisme en 2018 qui insiste sur la mobilisation des ressources domestiques ou locales. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer, Serge, qu'en République démocratique du Congo, les partenaires qui financent le paludisme sont entre autres la Banque mondiale, le Fonds mondial de lutte contre la tuberculose, le VIH-Sida et le paludisme, et l'ISAID PMI. PMI, c'est l'initiative du président américain de lutte contre le paludisme. C'est-à-dire, l'impôt des Américains soigne le paludisme en République démocratique du Congo. Alors que nous avons un gouvernement. La souveraineté, nous sommes un pays souverain, nous avons l'indépendance, et patati patata. Vous avez raison, et cela découle de toute une politique. C'est pratiquement l'image d'un père de famille qui s'investit, peut-être dans d'autres domaines, oubliant que l'essentiel, parce qu'aujourd'hui, la première cause de morbidité et de mortalité en République démocratique du Congo, c'est le paludisme. Viennent ensuite d'autres maladies. Et annuellement, prenons ne fût-ce que les décès. Sur 100% des décès dans les formations sanitaires en République démocratique du Congo, le paludisme occupe entre 25 et 30%. Énorme. Rien que la malaria. Énorme. C'est énorme. Regardez maintenant le budget de la santé en République démocratique du Congo, parce que cela découle pratiquement de la politique pays. Parlons-en, parce que le gouvernement va être, je crois, nommé incessamment, on prie pour ça, et qu'ils pourront prendre des éléments dans ce que vous dites pour qu'on puisse améliorer les budgets. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir entraînés sur ce terrain-là. Nous croyons qu'avec son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que les choses vont changer. Parce qu'à l'époque, nous avons été menés même les plaidoyers à la présidence de la République, où nous sommes allés avec des moustiquaires imprégnés. Nous avons remis les moustiquaires... Moustiquaires imprégnés achetés avec l'argent des autres. Justement. Avec l'argent des autres. Avec l'argent des autres. Parce que dites-vous, à 90%, le financement de la lutte contre le paludisme en République démocratique du Congo est supporté par des partenaires extérieurs. Et c'est là où j'ai dit, en tout cas, je jette des fleurs à tous ces partenaires. Banque parce mondiale, qu'on dirait que sans financement extérieur, on ne parlerait pas de lutte contre le paludisme en République démocratique du Congo. J'ai cité Banque mondiale, ISAID, PMI, Fonds mondial. Les campagnes de moustiquaires organisées, là, c'est avec le personnel de la République démocratique du Congo, mais dites-vous, même les gens qui sont formés là, c'est avec le financement des partenaires. N'empêche, il y a 4 ou 5 années, il y a eu une conditionnalité. Et là, c'est le Fonds mondial. Il a conditionné son aide à l'apport du gouvernement congolais à hauteur de 5%, qui passe aujourd'hui, je crois, entre 7 et 9%. C'est-à-dire, les partenaires ont dit, nous sommes prêts à vous aider, mais il faut que le gouvernement contribue à hauteur d'autant. Cela est faisable aujourd'hui, et nous estimons que son Excellence, le président Tshisekedi, va aller au-delà, parce qu'il s'agit d'abord de la population congolaise. Et il n'est pas bon que quand on parle des choses qui ne marchent pas, que la République démocratique du Congo soit toujours blacklistée, figure toujours sur la liste noire, parce que, honnêtement, nous figurons sur la liste noire du paludisme dans le monde. Voilà, alors, ma question, est-ce possible de parvenir à un vaccin, à un traitement préventif pour prévenir la malaria? Est-ce possible aujourd'hui? Les recherches continuent, mais vous venez de le dire, le paludisme ne bénéficie pas de l'aide à l'auteur à l'auteur d'autres maladies qui sont peut-être beaucoup pour lesquelles les chercheurs et même les financiers sont plus aiguillés. Le paludisme, c'est pratiquement un enfant pauvre
Et d'ailleurs, on est en train d'annoncer avec les problèmes de crise financière, la diminution, la revue à la baisse du financement. Trump est passé par là. Donald Trump est passé par là. C'est pour cela d'ailleurs qu'on invite les États, africains particulièrement, à mettre la main à la poche pour mobiliser les ressources locales. Et c'est ici où nous demandons, parce que la lutte contre le paludisme est systémique, aux actuels gouverneurs des provinces, parce que tout commence par là, de s'investir dans la lutte contre le paludisme, parce que dans toutes les provinces, aucune province en République démocratique du Congo n'est épargnée, parce que notre pays, à 97%, offre la possibilité de se faire piquer du 1er janvier au 31 décembre. Là, c'est les faciès équatoriales. Par contre, dans les montagnes de l'Est, vous voyez le couloir Est, la bande Est est là, là, on y rencontre le paludisme saisonnier. Parce que quand il fait très froid en saison sèche, en tout cas, le paludisme a tendance à disparaître. D'où la nécessité aussi, là-bas, de renforcer la lutte, parce que nous sommes aujourd'hui en train de penser que certaines entités à l'est de la République démocratique du Congo, notamment Mouchenene et d'autres villages environnants là-bas, pourraient arriver à éliminer le paludisme. Complètement. Or, la vision mondiale aujourd'hui, c'est comment atteindre l'élimination du paludisme en 2030. Et certains pays, en Amérique latine, en Afrique du Nord, et même vers les Indes là-bas, sont en train de courir pour l'obtention du certificat d'élimination. Parce que l'Algérie aujourd'hui est en bonne place, il y a l'Éthiopie qui est en train de courir plus que nous, le Rwanda, et même vers la... Et même l'Afrique du Sud, parce que dans l'Afrique du Sud, là, on trouve juste des petites poches, parce que c'est comme je venais de vous le dire, le paludisme peut se déplacer. C'est pour cela que même dans les États qui ont déjà éliminé le paludisme, il y a plus d'attention, on fait beaucoup plus d'attention dans les ports et les aéroports, parce qu'on peut rencontrer le paludisme portuaire que quelqu'un aurait contacté à l'aéroport, parce qu'un moustique peut voyager dans un avion, et quitter par exemple Kinshasa ou bien le Bruxelles. Sans billets, sans tout. Sans billets, ou bien aux États-Unis d'Amérique. Parce que si je me rappelle bien, dernièrement aux États-Unis d'Amérique, c'est un père de famille qui constate que son enfant faisait la fièvre. On a cherché, on ne trouvait pas. C'est finalement un médecin spécialisé dans la médecine tropicale qui est parvenu à découvrir que l'enfant souffrait du paludisme. On est allé chercher dans la parcelle et dans des vieux pneus, laissés quelque part dans la parcelle, on avait trouvé des moustiques et particulièrement des anophèles. Parce que les vieux pneus, l'eau qui n'est pas couverte, les fissures dans le mur, beaucoup d'herbes dans la parcelle constituent des endroits propices pour la reproduction des anophèles. Monsieur Michel, un paradoxe. Le partenaire, oui, on l'a souligné, apporte le moyen, mais justement pour soigner. On distribue de moustiquaires à coups de millions, mais on ne travaille pas dans la prévention, on n'insère pas l'aspect assainissement dans cette lutte-là. On met beaucoup d'argent dans la distribution de paludisme, mais rien, on n'appuie pas les programmes d'assainissement locaux. On n'appuie pas. Et puis les gouvernements, parce qu'il est en dialogue permanent avec des partenaires, pourquoi ils ne demanderaient pas des fonds, des lignes de crédit pour appuyer les recherches? N'est-ce pas là une forme de complicité ou de laxité, laxisme qui font qu'on a vraiment à craindre pour de beaux jours du paludisme en République démocratique du Congo? Merci pour cette question-là, mais je reviens d'abord à une des dimensions de votre question précédente. Aujourd'hui, les recherches sont poussées et le vaccin est là. Ah bon? Les vaccins contre le paludisme. Mais ces vaccins, comme partout ailleurs là, parce que ça commence d'abord par l'une des cibles, ces vaccins ne concernent que les moins de 5 ans. Il est en phase expérimentale et on l'expérimente en Afrique de l'Ouest, précisément au Ghana. Mais pourquoi pas ici dans la zone endémique australe et le Congo toujours absent? Disons, il pourrait arriver ici un jour, si, mais dites-vous... Si seulement... Mais dites-vous
il faut bouger dans le monde actuel pour s'attirer la considération de la communauté internationale. Je crois que ça va commencer à bouger parce que vous avez vu à l'arrivée au pouvoir de Tshisekedi, il a fait le tour d'abord des États environnants et peut-être qu'il va prolonger ses tournées pour attirer la vue des partenaires sur la République démocratique. Ce qui étonne, une forte concentration des bailleurs pour la lutte, mais quand il y a des débuts de solutions, on l'expérimente ailleurs, pendant qu'on sait que la maladie est localisée en grande partie dans cette... Pourquoi ça? Pourquoi? C'est-à-dire que la voix du Congo ne porte pas. Nous sommes un pays faible par rapport à notre lobbying. Nous sommes un pays qui n'a pas de paroles. Comment cela va cesser en Afrique de l'Ouest alors que le problème se pose en grande partie ici? Dire que la voix du Congo ne porte pas, c'est trop fort. Parce que sur le plan mondial, on ne peut pas parler du paludisme sans parler de la République démocratique. Mais le vaccin est allé ailleurs sans ça. Justement, certainement, et nous sommes d'avis qu'il arriverait un jour ici. Parce que vous avez vu, les vaccins, par exemple, contre Ebola, on est arrivé au bout des recherches au moment où Ebola sévissait en Afrique de l'Ouest. Et il a commencé par là. Aujourd'hui, ce vaccin est en train d'être utilisé à l'Est. C'est que nous avons l'espoir que ce vaccin finira par arriver en République démocratique du Congo. Mais retenez, et ça je l'ai dit à l'intention des auditeurs, que la République démocratique du Congo bouge. C'est ce qui fait d'ailleurs que l'aide des partenaires est aiguillée vers la République démocratique du Congo dans le cadre de la lutte contre le paludisme ou la malaria. Parce que dites-vous, en Afrique, nous sommes parmi les bénéficiaires de cette aide internationale et je rappelle à l'intention des auditeurs qu'en 2015-2016, la République démocratique du Congo a figuré parmi les 3 États qui ont élaboré les meilleures notes conceptuelles qui ont réussi à obtenir l'aide des partenaires dans le cadre de la lutte contre le paludisme. C'est pour cela que c'est d'ailleurs à cette époque que nous avons obtenu les financements dans le cadre de la prévention. À hauteur de combien? Notamment, disons, c'était à hauteur de plus de 300 millions de dollars, auxquels d'ailleurs les partenaires, comme la note conceptuelle de la République démocratique du Congo était la meilleure, on a dit ajouter un bonus, je crois, de plus de 50 millions de dollars. C'est ce qui a permis. Et c'est ce qui a permis, dis-je, à la République démocratique du Congo, au gouvernement congolais, avec cet appui partenarial, de mener des campagnes de distribution des moustiquaires de 2015 à 2018. Cette aide vient d'être renouvelée et c'est ce qui va permettre, cette fois-ci c'est via Sanri, c'est cette aide-là qui va permettre... Financement Banque mondiale. Fonds mondial. Fonds mondial. Et n'empêche, il y a aussi le financement de l'ISAID PMI parce que le pays est vaste. Et cette vastité aussi, c'est un problème, surtout que la majeure partie est arrosée par les rivières et couverte par la forêt. Or, cela favorise et l'abri et la reproduction des moustiques, et particulièrement des anopheles. Je disais, c'est ce qui va permettre à la République démocratique du Congo de continuer à distribuer les moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action jusqu'en l'an 2020. Ma question demeure, pourquoi l'aspect assainissement n'est-elle pas prise en compte dans la lutte? Parce que nous avons des programmes d'assainissement, mais qui sont pauvres, qui n'ont pas de moyens, alors qu'on distribue des moustiques à coût de millions. C'est paradoxal, monsieur. J'y réponds, et c'est une question pertinente. Je l'ai dit en passant, la lutte contre le paludisme, c'est une lutte systémique. C'est une lutte qui convoque pratiquement tous les ministères, comme c'est le cas dans d'autres pays. Les ministères de la communication et des médias pour la sensibilisation de la population. Les ministères de la santé pour amener la population. Parce que le paludisme, monsieur Serge, c'est parmi les maladies qu'on jette dans le panier de ce qu'on appelle les maladies évitables. Parce que
Pourquoi le paludisme convoque l'assainissement? Et j'ai dit que l'Europe a réussi grâce à l'assainissement. C'est parce que dans la plupart des cas, c'est par négligence, c'est par ignorance que les gens eux-mêmes cultivent et les moustiques et contractent la malaria. Ça ne coûte rien à une personne de passer toutes les nuits sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action. Vous savez, Serge, ne fût-ce que les petits gestes là, de se laver les mains, une fois qu'on revient des toilettes, avant de manger, une fois que maman veut téter les bébés, nous prédispose à éviter tant de maladies. Il en est de même du paludisme ou de la malaria. Il suffit que les gens s'entourent de mesures préventives. Et les mesures préventives, quand une femme est enceinte, et dès que l'enfant bouge, dès que la femme sent les premiers mouvements de l'enfant, prendre le chemin de la consultation prénatale pour recevoir la première dose et en recevoir jusqu'à 4 avant la naissance. Quel est l'avantage de ces doses-là de SP? Ces doses-là blindent les placentas. Parce que quand le paludisme va s'installer dans les placentas d'une femme, ce qu'on appelle le paludisme ou la malaria placentaire, ça chauffe les placentas et là l'enfant a tendance à fuir, à sortir. C'est la cause principale des cas d'avortement. Le paludisme placentaire, c'est la cause principale des cas de naissance des enfants à faible poids, de l'anémie et pourquoi pas de la mort néonatale ou de la mort maternelle. Jusqu'à ce point. Jusqu'à ce point, oui. Le paludisme, c'est plus que la sorcellerie dont on parle dans nos villages. Surtout chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Monsieur Serge. Donc, et c'est pour cela que j'insiste sur les mesures d'assainissement. Même les bébés dans le ventre de leur maman. Oui, justement. Il y a possibilité de transmettre. Et tout part du placenta. C'est pour cela qu'au début de cette émission, j'ai dit que le paludisme, c'est pratiquement une maladie communicationnelle par excellence. La contraction et même les traitements. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous n'avons pas pu aborder tous les aspects. On n'a pas planté juste les décors. On aura besoin de vous pour une suite d'émissions que nous aurons à faire dans le cadre de ces programmes, Point de rencontre. Et nous aimerions que grâce à vous, nous allons sauver des vies. Grâce à vous, nous allons aider les pouvoirs publics à prendre les mesures qu'il faut pour que le Congo puisse bénéficier de tous les bras, de toutes ces filles, de toutes ces filles en bonne santé. C'est nous qui vous remercions, M. Serge, pour l'occasion, pour cette opportunité que vous nous avez donnée pour revenir encore sur les mesures préventives, parce que beaucoup de cas dont nous souffrons ont pour origine l'ignorance ou la négligence. Et c'est pratiquement le cas avec le paludisme, parce que le paludisme a tué et le paludisme continue de tuer. Et si les gens ne s'arment pas, ne s'entourent pas des mesures préventives, notamment l'assainissement du milieu, le paludisme va continuer à tuer, parce que le paludisme a déjà eu à tuer des rois, des stratèges militaires comme Alexandre le Grand, Toutankhamon, les jeunes rois égyptiens. Il est mort d'une crise osseuse, mais c'est le paludisme qui l'a assommé, d'après des études, d'après la littérature scientifique. La femme de David Livingstone est morte de paludisme et les cas ne se comptent pas. Des enfants de l'ex-président tanzanien Mwinyi sont morts du paludisme. Le paludisme ne connaît pas de frontières, le paludisme ne connaît pas de partis politiques. Ne respecte pas des immunités. Non. Le paludisme doit être notre ennemi commun. D'ailleurs, tous les ministères devraient se serrer les coudes. Tous les services de l'État devraient se serrer les coudes pour combattre l'ennemi commun qui est le paludisme ou la malaria. C'est avec ces propos que nous mettons un terme à cette émission. Monsieur Michel Itabou Issa, vous êtes le chargé de communication, chef de division, communication au programme de lutte contre les paludismes, professeur d'université. Ça a été un plaisir et vous nous voyez triste d'arrêter cette émission parce que le temps nous imparti l'impose, mais c'est avec plaisir que nous allons vous recevoir. Merci. C'est fini, portez-vous bien, ciao.